Écoutez, déjà, merci à tous d'être là. On a 45 minutes, 50 minutes si vous voulez déborder un petit peu après 19 heures pour essayer de défricher un peu le référencement naturel, comprendre quelques grands concepts et vous préparer à mettre en place une stratégie opérationnelle sur le sujet avec pas mal de slides. Si jamais on préfère poser des questions, n'hésitez pas, je vous enverrai dans tous les cas le contenu écrit derrière. Très rapidement, l'agence que j'ai créée est experte en référencement naturel ou payant. On ne fait que ça et principalement pour des startups. L'idée, c'est d'être super opérationnel, de travailler de manière itérative. Vous allez voir, je vais évoquer ça un peu plus loin derrière. Le référencement naturel, c'est beaucoup de travail récurrent au quotidien et beaucoup d'apprentissage. C'est vraiment une masse de travail à un instant T qui va donner des résultats plus tard. C'est en permanence des petites actions qui peuvent commencer dès maintenant, d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui ont un site ou un site à sortir dans les prochaines semaines. C'est des actions qu'il faudra mener en sortie de webinaire pour espérer voir des choses dans le futur. Comme j'ai dit, on va essayer de rafraîchir un peu les fondamentaux, comprendre ce qu'il y a vraiment derrière cet algorithme de Google, donner une toute petite méthodologie qui permettrait de prioriser les actions à mener et quelques petits plus derrière si on a le temps avec des questions-réponses ou des outils gratuits qu'on utilise nous pour identifier des mots-clés ou ce que fait la concurrence, par exemple. Allons-y. Une première partie, c'est un peu paradoxal, qui ne sera pas dédiée aux techniques de référencement naturel, mais plutôt aux outils qui permettront d'analyser derrière vos résultats. C'est extrêmement important, c'est une des plus grosses erreurs qu'on voit nous quand on accompagne des startups, c'est le manque d'outils d'analyse, qu'on appelle d'analytics, pour identifier ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché dans la mise en place d'une stratégie. Là-dessus, je vous conseille d'utiliser ce qu'on appelle la suite Google, qui est un ensemble d'outils gratuits qui sont relativement connus. Hein, les noms ici vont vous dire quelque chose, installables assez facilement sur vos environnements et qui vont permettre de comprendre un petit peu ce qui se passe sur Google, comment votre site est positionné, s'il permet de générer du business ou non, et si vous avez déjà pris une bonne direction. Dans cette suite Google, on a 4 grands outils. Le premier, le plus connu peut-être, Google Analytics, qu'on peut installer en 5 minutes sur un site, vous-même via des contenus gratuits sur des blogs ou vos développeurs si vous en avez, et qui est le prérequis des prérequis puisqu'il permet de suivre les visites qui viennent spécifiquement de Google ou de Bing ou des autres moteurs de recherche, regarder un peu ce qui se passe derrière et de comprendre si ça permet de convertir ou pas, si on a ramené des utilisateurs qualifiés. Un outil un peu moins connu, mais qu'il faut impérativement poser au moment où vous avez un site, c'est la Google Search Console. C'est un outil qui est dédié uniquement à votre visibilité sur Google, qui est donné par Google lui-même et qui permet de savoir où se classe votre site lorsqu'un internaute va effectuer une recherche particulière. Donc, si vous vendez du chocolat, la Google Search Console pourra vous dire que votre site est en première position, 10e, 100e position sur la recherche chocolat, avec une courbe qui permet très simplement de voir ce qui se passe. Et en bonus, des petits indicateurs techniques sur la qualité ou non de votre site. C'est une base, ça prend littéralement 30 secondes à mettre dans le code source par vous ou par un expert, et c'est un impératif à avoir. On ne peut lancer aucune prestation si un jour vous devez travailler avec un tiers sans la Google Search Console. Tag Manager, c'est un peu plus compliqué. C'est un troisième outil qui permet d'aller assez loin dans le tracking. Si vous faites de la pub, par exemple, c'est le type d'outil qui vous permet de poser ces fameux cookies qui permettront de suivre un peu les parcours utilisateurs. On ne va pas forcément trop creuser le sujet ici, puisque c'est plutôt pour un niveau avancé quand on a des sites qui vont faire plusieurs milliers de visites par mois. Mais intéressant à savoir que c'est gratuit, que c'est un site Google. Et un dernier outil qui permet d'avoir des reporting très sympas, que je vous montrerai à la fin, outil gratuit voilà, pour avoir des reporting, des tableaux de bord un peu plus sympas à suivre que dans Analytics. Premier point, une fois que vous avez installé votre Analytics, n'hésitez pas à utiliser ce petit assistant qui existe sur Chrome qui permet de savoir si tout a bien été configuré. Entre le moment où on décide de poser les outils soi-même ou via un développeur et le moment où on les analyse, il y a souvent une étape qui est oubliée, c'est la fiabilité de la data. C'est quelque chose qui est très souvent qui casse, c'est souvent sur Internet. Donc, je vous recommande d'installer ce petit plugin Chrome qui vous donnera via un code couleur la capacité de votre site et de votre Google Analytics à remonter l'information d'un utilisateur qui arrive dessus, qui se balade, qui fait une action de conversion, par exemple, pour remplir un formulaire ou réaliser un achat. Deuxième point assez important, une fois que ce Google Analytics est bien mis en place, bien configuré, qu'il est fiable, vous allez avoir un reporting qui s'appelle Source Support, qui pour moi peut être le seul à regarder s'il fallait en choisir qu'un, qui vous indiquera
le nombre de visites provenant de chacune des sources de trafic, de newsletters, de Facebook, de Google en l'occurrence, de Make Sense, si votre site est référencé là-bas, avec associé derrière le nombre de personnes, leur comportement et surtout les conversions qui vont être réalisées. Donc le nombre de formulaires remplis ou le nombre d'achats. C'est extrêmement important parce que j'ai beaucoup de start-upers ou d'incubateurs avec qui je travaille qui vont plutôt regarder des chiffres macro dans la globalité et me dire aujourd'hui je fais 3000 visites sur mon site et j'ai 300 formulaires remplis par mois. C'est super, mais je ne sais pas d'où viennent ces personnes et quelle est la répartition entre les partenaires qu'ils ont payés ou leur stratégie de référencement naturel. Donc, regardez dans Google Analytics ce tableau qui s'appelle Source Support. C'est une priorité absolue au moment où vous allez lancer votre stratégie. Petit tips, puisque l'univers Google a son propre langage, pour savoir d'où viennent vos visiteurs qui arrivent de Google directement, qui arrivent de votre référencement naturel, donc des positions qu'on a dans le moteur de recherche, il faut aller chercher cette ligne qui s'appelle Google Organique. L'organique étant le naturel dans une nomenclature anglaise. Ça permet, par exemple, sur cet exemple concret, de s'apercevoir que sur cette ligne-là, j'ai un très très bon taux de conversion. Donc les visiteurs qui viennent sur mon site, c'est vraiment mon site d'ailleurs, depuis mon blog, depuis mes pages de contenu assez bien référencées, vont plus facilement remplir un formulaire que les visiteurs que j'achète depuis Facebook. Première info assez intéressante à mener, surtout si je mets beaucoup de budget ici, je peux commencer à réfléchir peut-être à une réallocation de mes budgets depuis les campagnes payantes vers du référencement naturel et écrire plus de contenu, puisqu'a priori, je fais venir moins de personnes, mais des personnes qui ont un intérêt plus fort pour mes services. C'est le type d'enseignement qu'on peut avoir quand on regarde ce type de reporting assez facilement, sans être un data scientist ou sans payer des milliers d'euros à un professionnel. Ça vous est accessible vraiment en moins d'une ou 2 heures de configuration, tout compris. Pause d'analytics et lecture de l'outil. Autre point dans Analytics assez intéressant à regarder, ce qu'on appelle les chemins de conversion, qui vont vous indiquer tous les points de contact avant qu'une action ait lieu sur votre site. Encore une fois, si c'est un formulaire, plutôt que de regarder le dernier moment où l'utilisateur va remplir le formulaire, on aime bien regarder ce qui s'est passé avant. Ça s'appelle l'attribution en langage Analytics, en langage brut. C'est des notions qui peuvent paraître un peu barbares, mais que je vous engage à prendre en compte et à regarder assez régulièrement, puisqu'ici, par exemple, sur ce client, qui est un exemple concret, on se rend compte que l'organic search, qui est le SEO, encore une fois, hein, tout ce qui est organique dans la nomenclature de Google Analytics, c'est du SEO, c'est du référencement naturel. Bah, ici, il va venir régulièrement en premier point de contact, en première lecture par un internaute, mais il ne sera pas le moment où cette personne va remplir le formulaire, va acheter le produit. Ce moment, il va venir plus tard, quand elle va revenir, après avoir mis en favori ou quand elle va revenir depuis le newsletter. Et donc, il pourrait, si on regarde uniquement les derniers points de contact, se dire, être intéressant de se dire, ça sert à rien de continuer à rédiger du contenu, à faire un blog, que je ne convertis pas. En réalité, si. Simplement, on convertit dans un second temps. On convertit plus tard. Quand l'internaute, après avoir lu votre contenu, fait une comparaison chez le concurrent, va revenir pour analyser et finalement remplir le formulaire. Extrêmement important d'essayer de comprendre d'ici 3-6 mois, quand vous allez avoir vos sites en ligne ou le site de vos clients en ligne, de comprendre un petit peu c'est quoi ce chemin d'attribution et si votre stratégie de référencement naturel marche vraiment. De temps en temps, le SEO va arriver à la fin, pour le coup, plutôt pour des e-commerçants qui vont avoir des pages produits très bien positionnées autour de acheter chaise en bois 19e. Là, pour le coup, le SEO va venir à la fin et ça permettra de faire l'achat en direct. Tout ce qui est B2B, dans les environnements professionnels, vendant à d'autres professionnels, souvent la référencement naturel arrive au début. On offre au début du contenu, on offre une page assez dense sur ce qu'on fait, et derrière, quelques semaines après, on va avoir une conversion. Tag Manager qui permet de mettre plein de choses au même endroit et d'économiser du temps de travail. Mais encore une fois, c'est pour un niveau de maturité assez poussé, donc on va le mettre de côté pour le moment. Data Studio, un outil gratuit qui vous permet très très facilement, via des templates que Google vous offre, d'avoir une vision globale de ce qui se passe sur le site. C'est assez sympa. Ça, c'est un template qui est donné par Google. Ça, c'est un template que j'ai fait moi-même en moins de 10 minutes, qui me montre sur un téléphone mobile ou sur un PC ce qui se passe, mon nombre d'utilisateurs et derrière leur tunnel d'acquisition, c'est-à-dire combien j'arrive à en convertir en formulaire rempli ou non rempli. Ça paraît super complexe, ça m'a vraiment pris 10 minutes. C'est très très simple et ça permet au début, de manière tellement gratuite, de regarder tous les lundis pendant 5 minutes ce qui se passe un peu sur un téléphone mobile ou sur un PC. J'insiste parce que vous allez voir aujourd'hui, c'est pratiquement
deux environnements différents et il faut penser votre site sur ces deux environnements, pas du tout sur un seul. C'est deux façons de consommer, deux façons de travailler son référencement. Donc avoir un petit reporting quelque part qui vous montre cette dualité, c'est assez intéressant. Et tout ça est gratuit, encore une fois, en utilisant cette suite d'outils que Google vous offre. Voilà, je suis passé volontairement assez vite sur ces notions. C'est pas si simple que ça, vous en doutez, mais j'espère que ça vous donne envie de creuser un petit peu, d'utiliser quelques-uns de ces outils. N'oubliez surtout pas en priorité de mettre la Google Search Console sur vos sites, ou vous ou les professionnels qui vous accompagnent, c'est plus important. Plus elle est posée tôt, plus on aura d'historique sur ce qui marche et sur comment votre site est vu par Google. Avançons sur les fondamentaux du SEO. Un rappel très simple, pour le coup, de comment tout ça fonctionne. Le premier élément, le seul élément qu'il faut avoir en tête pour commencer à être visible sur Google, c'est de savoir que votre site ne sera référencé que s'il est compris par Google. Compris par Google, ça veut dire utiliser la bonne technologie. Ça veut dire ne pas bloquer ce robot qui va venir régulièrement voir votre site et comprendre ce que vous racontez, si ça peut avoir un intérêt en tant que réponse à une question qu'un internaute s'est posée. C'est la première des choses. Évidemment, c'est ce qui est régulièrement oublié et qui peut poser pas mal de problèmes. On en parlera après, mais un mauvais choix de technologie. Je vais citer des outils comme Wix, par exemple, ou alors des outils développés à la main par des agences de développement qui ne vont pas chercher à être visibles sur Google, peuvent vous tuer littéralement. Le site sera très joli, très fonctionnel, mais derrière, impossible, sans remettre un budget, de se rendre visible aux yeux de Google. Donc, il y a un vrai intérêt pour les personnes aujourd'hui qui sont en création de site à bien ajouter à votre cahier des charges la notion de technologie et de compréhension du site par Google. Si vous avancez avec une agence de développement, juste leur en dire un petit mot, le signer dans un mail, ça suffit largement à leur montrer que vous êtes au courant et à ne pas vous faire avoir dans le choix de cette technologie. Un des outils de création de site les plus connus, par exemple, c'est WordPress, qui marche très bien et qui est totalement compris par Google, qu'on peut utiliser sans aucun souci. Webflow aussi, aujourd'hui, marche pas mal. Si jamais vous devez aller jusqu'à des choix de technologie là dans les jours qui arrivent. À partir de ça, on va avoir des premières positions assez légères sur le site. Ensuite, on pourrait commencer à être crédible ou en rédigeant beaucoup de contenu ou en demandant à d'autres personnes sur le web de parler de nous. On va en revenir, mais il est possible d'acheter un peu de crédibilité aux yeux de Google. Et enfin, si votre site est visible et que les internautes qui arrivent dessus passent du temps, lisent, consomment du contenu, remplissent des formulaires ou achètent des produits, on a tout. On a de l'engagement sur le site, on a des gens qui parlent de vous, on a du contenu et on a une technique qui marche. Là, il est possible d'être premier sur Google, en dehors des pubs évidemment, d'être premier sur Google, sur des grosses recherches autour de votre produit, face à des concurrents qui n'auraient réalisé que 3 ou 2 étapes sur ces 4. Et c'est une bonne transition vers l'autre slide. C'est peut-être une des seules choses qu'il faut retenir de ce webinaire sur le SEO. Il n'y a pas d'objectif fixe en référencement naturel. Je vais casser un peu une idée reçue, mais le seul objectif qu'il faut avoir, c'est de faire mieux que le concurrent. Le concurrent, c'est qui? C'est la première personne aujourd'hui qui est sur Google quand vous faites une recherche autour du service que vous aimeriez vendre. Ça s'arrête là. Il faut juste faire mieux que lui. Il faut faire mieux en ayant un site qui va légèrement plus vite. Il faut faire mieux en ayant plus de contenu texte, donc plus de mots sur sa page pour passer devant. Et potentiellement aussi plus de liens qui parlent de vous. On n'a pas besoin de remplir une feuille de route de 300 critères pour être absolument premier. Ça n'a aucun sens. Ça serait du temps perdu si vos concurrents sont mauvais en termes de référencement naturel. Il suffira de faire un peu mieux qu'eux, et vous ne serez pas parfait, légèrement mieux qu'eux, pour être devant. Donc c'est un gain de temps assez fou et c'est déjà un premier tip à avoir. Le SEO, c'est que du référentiel pour mesurer l'énergie que vous allez devoir mettre pour être premier. Là, tout de suite, en sortant de ce webinaire, pensez à ce que vos prospects, les personnes à qui vous voulez vendre un service, tapent sur Google aujourd'hui pour trouver un professionnel. Regardez les premières personnes qui sortent, cliquez sur le site. Si on est sur une page dédiée à ce service, avec beaucoup de contenu, avec une vidéo, avec des photos, sur un site qui se charge très vite, qui est sympa à la lecture, on a un problème, il va falloir mettre une vraie stratégie, il va falloir mettre des efforts. Si on est sur quelqu'un qui redirige vers sa page d'accueil, qui met 3 secondes à se charger sur mobile et dont le formulaire est cassé,
Vous allez le battre demain avec très peu d'efforts, sans passer par des professionnels ou sans devoir rédiger des contenus. Super important à avoir. Et on peut avoir des gens très mauvais sur des recherches extrêmement concurrentielles avec beaucoup de volume parce que il y a 1 milliard de façons de verbaliser un besoin sur Google. Donc n'hésitez pas à le faire. Faites mieux, tout simplement. Voilà pour ces 2 premiers points très macro, mais qui sont impératifs à avoir en tête. Je rentre un peu plus dans le concret là pendant grosso modo 20 minutes sur des actions vraiment précises. Le premier point, c'est la technologie. J'en ai parlé, avoir un site qui est consommable par Google, c'est avoir un site qui a des bonnes technologies. Un exemple concret qu'on voit régulièrement, c'est des mauvais choix de techno, ce qui va rendre le site visible et sympa aux yeux de vos utilisateurs, ce qui va rendre le site blanc aux yeux de Google. Ça arrive assez souvent. Un bon moyen, si votre site est déjà en ligne, de savoir si vous avez ce problème, auquel cas il ne sera jamais référencé, puisque pour un, la technique n'est pas validée, c'est de regarder 2 choses. La première, c'est de taper le nom de son site sur Google, de cliquer sur la petite flèche inversée qu'on a pour regarder ce qu'on appelle la version cache. La version cache, c'est ce que Google a réellement vu. En cliquant dessus, on va avoir la vision du site tel que Google le voit et la date de son passage. S'il voit un site, si vous voyez plutôt, ce qu'il voit lui, à savoir un site avec assez peu d'informations, beaucoup moins que ce que vous envoyez vous, en le regardant naturellement, et une date de passage, c'est indiqué assez facilement en haut, qui a plus de 2 ou 3 semaines, ça sent mauvais. Il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il n'y a pas plu, et les ajouts de contenu que vous allez faire, les ajouts de pages que vous allez faire sur un site ne sont jamais visibles par Google. Donc on va prendre 3 ans à le référencer. De même, on a un petit outil gratuit qui s'appelle le JavaScript Switcher, ici, qui en cliquant dessus peut permettre de supprimer toutes les technologies que Google n'aime pas trop pour voir réellement quelle est la part de contenu texte que vous avez sur une page. Par exemple, ça, j'ai pu avoir cette capture d'écran en cliquant sur ce petit outil qui m'a montré en réalité que Google était dans l'incapacité totale de lire tout ça. Il ne voyait pas ce texte, puisqu'il était utilisé, il était affiché à travers une technologie qui n'était pas comprise par Google. Donc, point aussi à relier avec votre agence de développement, des sites qui utilisent des technologies, ce qu'on appelle en full JavaScript, comme du React, du Angular. Ça peut être très sympa parce qu'on va vous vendre quelque chose qui ressemble au site de Airbnb, par exemple, avec des cartes interactives magnifiques. La réalité, c'est que derrière, ça va vous pénaliser très très fortement sur le SEO. Pour qu'un Airbnb, par exemple, soit référençable sur Google, il a fallu des centaines de milliers d'euros. Puisque l'arbitrage qu'ils ont fait, c'est d'avoir un site très joli, mais en interne, beaucoup de développeurs très bons qui ont quand même réussi à se faire comprendre auprès de Google. Nous, en tant que startup, on n'a pas ça. Donc, il vaut mieux choisir des technologies qui seront un tout petit peu moins sexy dans la consommation du site, mais qui vont plaire à Google, qui vont être très simples, qui vont permettre d'afficher du texte, donc avec assez peu de JavaScript, par exemple une technologie WordPress, pour être sûr derrière de ne pas avoir ce type de problème. Autre point important, le temps de chargement d'une page. C'est quelque chose qu'on trouve assez facilement quand on fait des recherches autour du SEO. C'est souvent ce qui est pointé du doigt parce que c'est simple à expliquer. On l'a vu, il y a d'autres facteurs. Je en ai un, je vais passer un peu de temps dessus. Plus le site se charge rapidement, plus Google va vous aimer. Pourquoi? Parce que il dépense de l'argent, Google, pour vous regarder. Il y a des gros data servers en Islande qui chauffent un petit peu. Et si il doit attendre devant la porte d'entrée que le contenu arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il part. Il part, il va avoir votre concurrent qui a un temps de chargement beaucoup plus rapide et qui lui affiche à ce robot Google toutes les informations en 1 milliseconde de plus que vous. Ça, c'est assez simple à résoudre si vous avez ce type de problème ou c'est assez simple à prévoir. Le premier point, encore une fois, c'est la technologie. Certaines technologies ralentissent l'affichage du site. Et le deuxième point, c'est les images. Je vois régulièrement des sites avec des images qui vont peser 2, 3, 4 MO. Alors oui, c'est joli à l'affichage. Pour le robot Google, c'est beaucoup trop lent. Donc, il ne va pas aller regarder ce qui se passe en bas du site. Parce qu'en haut du site, on a une image qui met du temps à se charger. C'est aussi bête que ça. De temps en temps, juste demander à avoir des images qui soient réduites en termes de poids, sans évidemment que visuellement ça soit moche, mais qui soient réduites en termes de poids, permet de regagner des positions assez folles. On va pas être de 2, 3, 4, 5 positions sur une page, ou même de changer de page et de passer de la deuxième à une première. Si jamais vous êtes sur des recherches moyennement concurrentielles, on peut retrouver une visibilité simplement en baissant le poids des images. Et dans la création d'un site, vous allez avoir souvent des personnes qui vont vous proposer ce qu'on appelle des templates, des versions squelettes du site qui font la part belle aux images et aux vidéos,
c'est super, mais attention à les challenger sur cette notion de référencement naturel et euh, sur ces obligations de rapidité. On voit par exemple, une petite anecdote, aujourd'hui beaucoup de templates de sites avec des images énormes tout en haut et ensuite du contenu texte. C'est assez commun, c'est certes joli, mais ça a pas beaucoup d'intérêt en termes de référencement naturel et ça peut même vous pénaliser fortement. Donc c'est un arbitrage. Si pour vendre vos services, vous avez besoin d'un site extrêmement joli parce que vous êtes dans ce secteur d'activité, allons-y en sachant qu'il faudra trouver un autre moyen d'être bien référencé, peut-être faire plus de contenu. Si vous n'avez pas besoin d'être très joli et d'avoir une image de 2 MO qui arrive la première fois qu'un Internet vous découvre, on l'enlève, on la rend plus petit. Et déjà, on a gagné pas mal de points. Un élément pour valider un peu ce que je suis en train de dire, c'est le fait que la consommation sur mobile a dépassé il y a 5 ans maintenant la consommation sur PC. Je crois que je suis aux US si je ne dis pas de bêtises, ouais. Mais c'est partout dans le monde aujourd'hui. Ce qui fait qu'il est obligé, quand on pense un site, quand on est à l'étape de maquette, de penser d'abord mobile et ensuite PC, y compris dans un environnement B2B. Ça veut dire que les personnes avec qui vous travaillez aujourd'hui pour construire ce site ou même vous-même, si vous affichez lors d'une réunion les maquettes sur PC, c'est déjà une erreur. Ça ne marche plus. Aujourd'hui, on commence par une maquette mobile et ensuite cette maquette mobile, elle va se dupliquer pour prendre forme sur un PC, sur un MacBook Pro, sur un grand écran. Mais il faut d'abord penser son site à tous les niveaux en termes mobiles. C'est encore une erreur commune aujourd'hui, hein. Donc c'est vraiment un no-go total que de penser un site d'abord en PC et ensuite le transformer en mobile. Ça va vous tuer en référencement, ça va vous tuer en UX et vos concurrents qui auront fait ça vont vous passer devant. Y compris dans du B2B, hein. Le professionnel aujourd'hui, il est dans sa voiture, dans les bouchons, dans le métro, et il va aller chercher des logiciels extrêmement chers. J'ai des clients qui vendent des choses à plus de 10 000 euros par mois qui le vendent sur mobile. En tout cas, qui ont un formulaire sur mobile rempli par d'autres professionnels pour être contactés par un commercial derrière. Et ça se fait sur mobile. Quand tu as trouvé des mots-clés, quand tu as identifié ce que les personnes recherchent après avoir corrigé ces petits problèmes de technologie et avoir fait les bons choix, il y a deux solutions. La première, c'est d'utiliser les outils gratuits, juste d'utiliser les outils gratuits. Je vous mets tout en bas de cette présentation pour identifier toutes les thématiques de recherche autour d'une grosse recherche. Alors c'est sympa, ça va aider, mais nous ce qu'on aime bien, c'est aller un tout petit peu plus loin et se dire, quand j'ai mes 100 recherches autour de mon service, vous allez voir les outils que je vais vous montrer, vous le font très facilement. Il suffit de rentrer un service, vendre, je sais pas, autour des sociétés, hein, des startups à impact, réparer un téléphone pour éviter de le jeter. Juste en tapant réparer un téléphone sur les outils gratuits que je vais vous lister, vous permet d'avoir 100 façons de verbaliser ce besoin. Réparer un Nokia, réparer ça, ne pas acheter mon téléphone. Plein de versions sur lesquelles il faudrait être premier à chaque fois pour que quelqu'un vous trouve autour de ce service. Sauf que identifier cet ensemble de mots-clés, des fois, c'est un peu compliqué parce qu'il y en a beaucoup. On ne sait pas comment les classer, comment prioriser son travail, par quoi commencer pour rédiger un premier article de blog, un premier article sur un de vos produits. Donc, on aime bien, nous, mettre en place cette petite formule, un peu complexe, hein, pas forcément obligé d'aller aussi loin, mais à minima de prendre ces notions de filtre pour réduire tous les mots-clés que vous avez trouvés autour de votre service, en garder qu'une cinquantaine et de travailler sur ces 50 sur les 6 prochains mois. C'est-à-dire que chaque mot-clé, chaque recherche autour de votre service, sur ces 50 premiers mots-clés, doit avoir un article associé, un contenu texte sur lequel vous racontez ce que vous faites. Même si ça se rejoint beaucoup, c'est vachement important. Et pour les identifier, on va regarder leur volume de recherche, combien de fois ils sont recherchés par mois. Ça, les outils vous le donnent. Leur position, si vous êtes déjà un site, vous n'avez pas de site pour le coup, vous n'avez pas de position, donc ce serait plutôt celle des concurrents. Si vous avez un site aussi, est-ce que vous faites déjà un peu de conversion? C'est assez sympa de se dire de temps en temps, sur ce mot-clé-là, je commence à être bon, donc je vais mettre beaucoup d'efforts dessus, plutôt que d'aller travailler sur des mots-clés sur lesquels je n'existe pas. En SEO, on dit souvent que pour les personnes qui ont déjà un site, on va commencer par optimiser ton existant et d'un coup, tu vas faire x2 plutôt que d'aller travailler sur des nouveaux. Si vous n'avez pas de site, évidemment, ces deux facteurs sont à enlever. On va juste regarder combien de personnes recherchent par mois. Et enfin, le facteur 4, est-ce qu'il est difficile d'atteindre ce mot-clé parce que les concurrents ont écrit beaucoup de contenu? Donc la fameuse notion de référentiel que je vous avais donnée au début, vous pouvez le faire à la main, mais la plupart des outils vous donnent aussi un score sur 100 et le faire à votre place.
J'aime bien quand même le faire à la main parce que les outils qui vous donnent ce score de difficulté, bah, ils le font selon un algorithme, selon des ratios très bêtes, selon une feuille de route mathématique. De temps en temps, l'humain permet de se dire, OK, mon concurrent a 2000 mots, mais par contre, c'est très mal rédigé. C'est un mauvais français. Euh, et moi, si je fais 2100 mots, c'est un peu long, certes, mais si je présente mieux ma proposition de valeur, que je n'ai pas fait les fautes qu'il a fait et que j'ai un meilleur copywriting que lui, je vais vraiment tout exploser parce que je passerai devant un référencement naturel. Et en plus, quand mon prospect regardera mes deux sites, regardera les deux sites en comparaison, mais il ira vraiment sur le mien parce qu'il aura peur de l'autre. Et ça, les robots ne peuvent pas le détecter. Donc, ils peuvent considérer qu'un vos concurrent est impossible à déloger, mais il ne peut pas vous dire que son écrit derrière est nul. C'est intéressant d'y mettre un peu d'humain et d'aller vérifier par vous-même. Puis de toute façon, le SEO, encore une fois, c'est que de la concurrence, hein. C'est qui est le premier. C'est pas, on se bat pas contre soi-même, on se bat contre le premier qui est aujourd'hui sur Google et qu'on veut déloger. Donc c'est lui qu'on doit analyser en permanence. Si jamais vous avez déjà un petit site, super sympa de regarder comment votre site s'affiche. J'aime bien. On a un petit tip qui s'appelle site de points, le nom de votre site.com. Vous le tapez sur Google et ça ne va sortir que vos résultats à vous. C'est peut-être intéressant à faire maintenant. Vous allez avoir peut-être des bonnes ou des mauvaises surprises si vous avez un site. Si vous souhaitez en lancer un, n'hésitez pas à le faire, allez, 2, 3 semaines après le lancement pour voir ce qui s'est passé. On a souvent des mauvaises surprises, hein, je ne vais pas vous le cacher, avec par exemple des titres non pertinents. On aurait oublié de nommer une page, auquel cas on va avoir ce genre de choses. Ça, c'est vraiment un exemple concret. Des URL pas très belles, des prix qui s'affichent alors qu'on ne le souhaitait pas. Et tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle de la recette post-lancement, c'est-à-dire des petits correctifs qui sont obligatoires après le lancement d'un site parce que Google n'aura pas compris ou vous n'aurez pas réalisé les bonnes actions pour lui indiquer de quoi parlent vos pages. Donc, autre petit point, je balance plein de choses, hein, désolé, mais comme c'est en replay, ça permettra de se reposer un peu dessus derrière. Autre petit point, après le lancement d'un site, j'ai vu beaucoup de questions autour de ça, vérifier 2, 3 semaines après, grâce à cette commande, site de points, par exemple pour le mien, webloom.fr, et tout coller sur Google, ce qui se passe. Est-ce que j'ai des choses qui sortent? Est-ce que j'ai les titres de mes pages qui sortent? Combien j'ai de pages indexées? Si vous avez 2000 pages indexées 2 semaines après la sortie de votre site, il y a un problème. Pourquoi? Parce que Google n'indexe jamais 2000 pages à la sortie d'un site. Donc, ça veut dire que toutes vos images ou alors toutes les pages en latin de votre template, ça arrive souvent, ont été indexées. Parce que le développeur n'a pas dit à Google, il faut mettre en ligne uniquement celles avec un contenu et ne pas mettre en ligne celles qui ne servaient que de brouillon. Ça existe de manière assez commune pour le coup. Donc, surtout, après la mise en ligne du site, allez faire un petit tour sur Google, voir ce qui s'est passé. Super important. Il y a plein de choses qui marchent en termes de contenu. Une fois qu'on a une bonne technologie, qu'on a vérifié que Google nous avait compris, qu'on a regardé ce que les concurrents faisaient, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas se répéter en permanence dans le contenu texte, dans les réponses qu'on apporte aux différents mots-clés qui sont tapés pour se faire visible. On a plein de trucs différents. Pardon. Les comment, c'est quelque chose qui marche très bien. La plupart des requêtes sur Google sont interrogatives. Donc, si on répond à ce format interrogative avec du contenu, bah, ça marche très très bien. Comment être premier en SEO, comment s'inscrire à la formation digitale, comment réparer mon téléphone, comment réparer une trottinette. Voilà. Beaucoup de contenu à rédiger qui répond à une question aujourd'hui posée sur Google. Des listes, Google adore les listes. C'est pas pour rien hein, qu'on a les 5 raisons qui poussent les Français à s'exiler, les 10 meilleures manières de vendre un produit. C'est parce que en termes de biais cognitif, pour le marketing, ça marche très bien. Le cerveau humain adore les listes, mais il se trouve que le robot Google aussi adore les listes. Ça lui plaît. C'est efficace, c'est rapide, il comprend de quoi on parle, il peut le lister et l'afficher derrière sur le moteur de recherche. N'hésitez surtout pas à faire des contenus en forme de liste. Des articles d'opinion, ça rejoint un peu le audio, de l'infographie, avec parcimonie, puisque Google ne le lit pas forcément. Souvent, c'est des JPEG. Un JPEG n'est pas lu par Google, donc il faut, quand on propose de télécharger une infographie, bah, c'est bien de mettre du contenu en dessous. Évidemment, des guides qui potentiellement sont visibles sur Google aussi, ça peut aider. Des vidéos. Google ne sait pas lire les vidéos, mais il va les indexer dans le moteur de recherche. Donc, on pourrait avoir à côté de son site un petit lien vers la vidéo YouTube ou un petit lien vers la vidéo YouTube de votre indexé, pardon, un iframe sur votre site.
Donc souvent, c'est oublié, euh, alors que ça peut aider beaucoup et permettre de prendre plus de place dans le moteur de recherche. Des avis, Google adore les avis clients. Mettez des avis clients partout. Et surtout, surtout, demandez aux personnes qui sont en charge de la création du site que ces avis soient visibles par client. Potentiellement qu'ils aient même une page à part, parce que c'est quelque chose qui sert au référencement naturel. C'est très, très bon. Des podcasts, des mythos, des outils gratuits, pas mal de choses que Google aime bien. Une fois qu'on a tout ça en tête, qu'on a une bonne technique, que le site va vite, qu'on a identifié quels étaient les termes de recherche, quelles étaient les recherches de nos prospects, comment ils verbalisent leurs besoins, qu'on sait par quoi commencer en termes de création de contenu, des how-to, des listes, des PDF, peu importe, ben, il faut rédiger ce contenu pour le mettre en ligne. Et là, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a une manière d'écrire, il y a un template qui est assez facilement reconnaissable hein, quand on consomme beaucoup de contenu. Tous les articles qui sont en première position Google et potentiellement vos concurrents aujourd'hui, si vous faites une recherche, utilisent ce même template. C'est celui-là. Il est simple et efficace. Avoir le mot-clé qui est recherché sur Internet, par exemple veste en jean femme, dans le titre de la page, le même dans l'URL, veste jean femme, le même dans ce qu'on appelle le H1. Le H1, c'est simplement le nom technique qui est donné au titre principal de votre page, le premier paragraphe si vous voulez. Ensuite, une image où on va rappeler le mot-clé sur lequel on veut se positionner dans l'image. Il y a une petite balise qui permet de faire ça, mais dans la plupart des outils que vous allez utiliser, par exemple WordPress, Webflow, quand vous allez intégrer une image, un petit champ particulier va s'ouvrir en dessous et on va vous demander si cette image doit être nommée. Faites-le, surtout. Une grosse erreur souvent, c'est de ne pas nommer vos images en pensant que personne en a besoin, puisqu'elle parle pour elle-même, forcément, quand on attend avec les voix. Google ne les voit pas. Il voit un fond noir sur un carré noir. Donc, s'il a besoin, c'est qu'on lui dise ce qu'il y a dans l'image. Et ça aide beaucoup au référencement. Puis ensuite, on répète le même mot-clé d'une autre façon. Les plus belles, la wishlist, la mode pour 2021, avec évidemment Best Engine à l'intérieur. Ça, plus quelques liens vers d'autres pages de votre site, et on est bon. On commence à avoir une page qui va être vraiment bien référencée par Google. C'est aussi bête que ça. Suivre ce template dans la rédaction de chacun de vos contenus, ça vous assure déjà la moitié du travail. En termes de potentialité de référencement, pour être premier derrière sur une recherche en particulier. J'arrive à la fin, mais c'est assez important aussi. Désolé, encore une fois, beaucoup de contenu, beaucoup de choses à retenir. Ce que Google aime bien, c'est des choses ordonnées. C'est une chambre bien rangée. Il adore les catégories. Il adore savoir que depuis votre page d'accueil, il va descendre sur 3 catégories. Par exemple, les vestes en jean, pour femmes, pour hommes, pour enfants. Et dans chacune des sous-catégories, il va avoir des choses bien dédiées. Rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir. Et finalement, peu de pages qui n'ont rien à voir les unes avec les autres seront liées. Et ça, c'est un point extrêmement important qui est souvent oublié par les startups qui ont beaucoup de pages. C'est que Google a besoin d'avoir des contenus bien différenciés. Si jamais vous lisez beaucoup de contenu autour du référencement naturel, on appelle ça les silos sémantiques. Pourquoi silos? Parce que toutes les pages qui parlent de réparation de téléphone ou toutes les pages qui parlent de veste en jean rouge ou veste en jean noir ne doivent pas être liées les unes avec les autres. On ne peut pas passer de l'une à l'autre sans revenir sur le menu ou sur la home page. Et ça permet à Google, comme ça qu'il fonctionne, de descendre dans votre site, regarder tout ce qui se passe, remonter, redescendre, remonter, redescendre. Et c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est comme ça qu'il comprend que toutes les pages qui parlent de vêtements en rouge doivent être indexées dès qu'on parle d'un vêtement en rouge. Si on mélange tout, il s'y perd et on a la possibilité d'avoir un site un peu moins référencé. Ça sous-entend d'avoir une structure de site très propre. C'est pas très compliqué à faire, hein. Il suffit juste de préparer un petit Excel avant le lancement du site, avant le cahier des charges à envoyer aux développeurs, un petit Excel où on va avoir toutes les pages qu'on souhaite voir s'afficher au début, même si on n'a que 10, avec à chaque fois leurs environnements. Dans le menu qui sommes-nous, j'ai besoin d'avoir ces 3 pages. Dans le menu mes services, j'ai besoin d'avoir ces 3 pages. Et j'ai aucun lien entre les unes et les autres, sauf à travers le menu qui est ici. J'ai petite question, Clément. Ouais. Pardon, salut. En fait, du coup, est-ce que ça veut dire que, par exemple, si on compte écrire pas mal de posts de blog, c'est limite mieux de les intégrer, en fait,
à chaque page? Enfin, je sais pas comment ça se ferait, mais où est-ce qu'on le met quand même à côté? C'est par Alors, rapport à ce c'est que mieux tu de les viens mettre à de dire, côté. en fait. Pardon. Non, c'est une très bonne question et c'est mieux de les mettre à côté. Parce que souvent, toute la partie blog, elle va vivre dans une catégorie à part, pour le coup, euh, avec tous les articles de blog qui vont être en vertical, qui vont se suivre comme ça les uns à la suite des autres. Euh, et à la fin de chaque article de blog, un lien qui va rediriger vers une page catégorie ou vers la home page. Donc, c'est assez compliqué d'avoir des articles de blog qui soient reliés à des pages produits. Souvent, on aime bien avoir bien tout à gauche, bien tout à droite et essayer d'avoir assez peu de liens entre chaque, complètement. Ou alors, si tu arrives à créer quelque chose de très très fort, que chaque produit soit relié à une page blog via un seul lien, mais les deux doivent être très proches. Si tu vends de la réparation de téléphone, tu vas avoir une page avec un prix et combien tu répares ton téléphone, qui sera ici, et une page blog à gauche qui va lister toutes les manières de réparer un téléphone avec 3000 mots et le mot-clé répété à l'intérieur et un lien qui redirigera sur cette page prix. Et potentiellement, si tu as une page pour iPhone et une page pour Android, bah, tu peux avoir deux pages produits et deux pages de blog bien différents sur les 10 meilleurs moyens de réparer un Android et les 10 meilleurs moyens de réparer un iPhone. Je ne sais pas Merci. si j'ai été très clair dans ma réponse, c'est un peu complexe pour le coup à Non, non, expliquer si, en, si, c'était clair. Merci beaucoup. Ok, super. L'idée principale, c'est de raisonner en termes de catégories et tout ce qui parle de la même chose doit être identifié, mis à part. Et quand on travaille ça, c'est des liens uniquement entre eux. Les liens qui sortent, ce qu'on appelle les liens sortants d'une catégorie, nous font souvent peur et on y va avec parcimonie, quoi. Parce que ça peut un peu faire peur à Google. Ça peut l'amener à ça en fait. Et quand il voit ça, bah, il est perdu. Il ne sait pas trop où aller. Il ne comprend pas la totalité de ce qui se passe. Et de temps en temps, on a même un truc assez horrible qui se passe, c'est la création de pages orphelines. C'est-à-dire, à un certain moment, à travers des multiples refontes de sites, on va avoir des pages qui ne sont plus du tout listées via un menu ou via des liens à d'autres environnements, à d'autres contenus, auquel cas, la page va vivre tout seul dans son coin. Elle va être quand même indexée sur Google, mais progressivement descendre dans les classements. Et donc, à la fin, devenir une page zombie qu'on ne peut pas trouver sur le site depuis le menu et qu'on ne peut pas non plus trouver depuis le moteur de recherche Google parce qu'elle est en centième position. On a des clients, nous, qui ont plus de 15-20 000 pages orphelines parce que, au fur et à mesure de la mise en ligne de nouveaux contenus, bah, ces stratégies de catégories n'étaient pas bien suivies, étaient cassées ou étaient mis un peu à l'arrache et ça les pénalise énormément parce que c'est des pages qui ont des beaux contenus mais qui ne sont pas visibles. Pour les détecter, c'est assez compliqué. Il faut passer par des outils assez complexes comme Scamming Frog, pardon, ou un sitemap. Et je recommande plutôt de le faire avec un pro, sauf si on a envie d'y passer son week-end pour apprendre à utiliser ces outils-là. Dernier point, parce qu'on arrive à la fin du webinaire, j'aimerais bien laisser quelques temps pour les questions-réponses. L'autorité, on en a parlé, c'est la crédibilité de votre site aux yeux de Google. Dans World Wide Web, il y a Web, c'est la toile d'araignée, c'est la base de l'algorithme Google. Il s'est créé il y a 20-25 ans sur quelque chose tout simple. Plus des sites parlent d'un site, et mieux je le positionnerai. Basique. Depuis, il s'est passé pas mal de choses. L'algorithme a évolué. Il a appris à lire ce qui se passe. Il a appris à comprendre votre contenu. Il a appris à lire des technologies différentes. De temps, il n'aime pas. Mais sa colonne vertébrale, ça reste le web, une toile d'araignée, où il regarde ce qui se passe entre sites. Et à chaque fois qu'il identifie quelqu'un dont on parle beaucoup, c'est un peu une courbe de récréation, hein, il va le favoriser dans son placement, le favoriser dans son référencement. On appelle ça des domaines référents, un domaine qui n'est pas le vôtre, qui va référencer vers le vôtre via un petit lien. Découvrez mon super partenaire qui fait tel service. Je clique dessus et j'arrive sur le site en question. Bah, ce site, il vient de prendre un peu d'autorité, il vient de prendre un peu de crédibilité aux yeux de Google, donc potentiellement, il sera un tout petit peu mieux placé. Plus on en a, plus on a la chance d'être référencé si on a une bonne technique et qu'on a un bon contenu. Ça, c'est des choses qui arrivent à la fin. C'est pour ça que c'était un facteur 3 tout à l'heure dans la première que je vous ai montré. Parce que
C'est un peu ce qui va sublimer votre site, sublimer le gâteau, en quelque sorte. Donc, je recommande pas forcément de travailler au début dessus. D'abord sur une bonne technique, un bon contenu. Et ensuite, quand ça tourne et qu'on commence à avoir des frémissements, qu'on commence à avoir des visites, des pages bien indexées grâce à la search console, on voit une courbe qui augmente, il peut être intéressant de commencer à se pencher sur les domaines référents pour ou aller en acheter, c'est quelque chose qui se fait assez couramment avec un budget, ou alors faire des RP, des relations presse, à gauche, à droite, pour essayer d'obtenir beaucoup de liens qui parlent de soi. Il y a énormément de techniques différentes. On peut envoyer des contenus à des articles médias ou des blogs. Ça arrive souvent. J'ai beaucoup de clients qui vont, par exemple des professionnels, qui vont rédiger des grosses études, envoyer derrière à des médias de référence dans leur domaine pour leur dire, tiens, je t'offre, toi, journaliste, 4000 mots d'une étude entièrement gratuite que j'ai réalisée en interne avec des sources, avec 10 ans de données. Est-ce que tu peux en parler, s'il te plaît? En échange, j'aimerais bien que l'article que tu rédiges pointe vers mon site. Ça peut paraître anecdotique, mais en faisant ça, il vient potentiellement passer devant son concurrent si les deux avaient la même technique et le même nombre de mots indexés sur la page. Ça va être la petite différence entre le concurrent et lui quand les premiers soubassements du SEO sont posés. Ça va être le blog média qui a parlé de son domaine parce qu'on lui a offert un contenu. C'est des stratégies assez complexes et qui demandent du temps, mais à un moment donné, d'ici 6 mois, 1 an pour vous, ça pourra faire une différence. De commencer à réfléchir aux personnes qui parlent de vous et aller d'acheter des liens ou les négocier à la main ou tout simplement être tellement bon à travers le contenu que vous offrez que d'autres personnes vont parler à votre place. Et pour ça, il faut rédiger beaucoup, beaucoup de contenu et être prêt à passer du temps pour devenir l'acteur de la référence dans votre marché à toutes les questions qu'on peut se poser à travers des contenus des fois gratuits alors qu'avant les proposiez en payant pour être repris et qu'on parle de vous. C'est deux stratégies à part pour le coup. Alors, si jamais on devait aller assez loin, encore un peu plus loin dans les backlinks, et vous arrivez à avoir des personnes qui parlent de vous, petit tips, on recommande souvent de ne pas parler de la page d'accueil, de ne pas renvoyer du contenu vers la page d'accueil, mais plutôt sur une page tout en bas, une page produit ou une page contenu blog qui a un peu moins de visibilité que les autres, parce que Google arrive toujours par la page d'accueil, afin de lui redonner un peu de crédibilité. Donc, si un jour vous avez un super lien média sur Le Point, sur Le Monde, parce qu'on parle de vous, n'hésitez pas à discuter un peu avec le journaliste, avec la personne en face. Vous pouvez demander de rediriger les personnes sur votre site, pas vers la page d'accueil, mais vers la page du produit dont il parle. Ça lui permettra d'être bien meilleur sur Google. Si on envoie tout sur la homepage, bah, elle va avoir une super note, une super qualité Google, mais ça ne servira à rien parce que la homepage s'affiche principalement quand quelqu'un cherche votre marque, et rien d'autre. Donc c'est super d'être premier sur sa marque, mais on l'a dès le début. Continuer à renforcer sa visibilité de marque, ça n'a aucun sens de passer les 3 premières semaines parce que c'est la première chose sur Google va vous positionne, peu importe les efforts que vous y mettez. L'idée, c'est de dire ici ce que j'appelle at scale. Quand on commence à travailler tout ensemble, il peut y avoir un effet boule de neige et des belles choses arrivent. Ça demande un temps assez conséquent et c'est plutôt des stratégies qu'on va mettre en place 6 mois, 1 an après le lancement. L'idée, c'est quand même de prioriser la technologie, être sûr que ça va bien être visé par Google et le contenu. Puis ensuite, on part sur des backlinks. Dernier point, j'arrive à la fin. N'oubliez pas de faire un tout petit peu de Google Ads, c'est-à-dire d'acheter des annonces payantes uniquement sur votre propre marque pour commencer. Pourquoi? Parce que de temps en temps, les startups ont des noms de marques un peu exotiques, on ne va pas se le cacher, et il est possible que des personnes ne comprennent pas votre marque quand elle est discutée à l'oral, auquel cas le seul moyen d'être devant, c'est d'acheter toutes les fautes d'orthographe liées à votre marque sur un petit budget, 100, 200 euros par mois. Donc c'est pour nous, c'est automatique. Dès qu'on travaille avec quelqu'un, on le force à mettre un tout petit budget qu'on appelle de protection de marque. Donc on va aller sur Google Ads, un autre outil Google cette fois payant, et on va s'assurer avec ce petit budget qu'on est premier tout le temps sur la marque élargie, la marque avec ses fautes d'orthographe. Ça permet de récupérer une partie du business assez monstrueuse quand on a des noms compliqués à retenir ou que Google n'a pas encore compris. Et voilà,
pour la fin, 19h, je suis pile à temps. N'hésitez pas si vous avez des questions-réponses, je vais couper la présentation et je suis disponible. Merci beaucoup Clément. Je crois qu'il y avait deux questions qui avaient été posées dans le chat au fur et à mesure de la présentation. Il y a la première qui est d'Olivier qui parle d'un outil. Est-ce que Drupal est un bon CMS pour le SEO? C'est un peu vieux en toute franchise. Ça va demander beaucoup d'efforts en termes de maintien. Donc, c'est pas forcément ce que je recommanderais. Maintenant, je pense que Drupal, c'est des technos souvent utilisés quand on va avoir beaucoup de pages à indexer ou sur certains sites qui doivent montrer des choses très particulières et qui vont plus loin que juste du contenu. Donc, c'est un arbitrage à faire en interne, mais avec cette petite alerte de maintenir à jour une technologie Drupal pour que Google puisse la lire, ça prend du temps. Et s'il n'y a pas d'autre obligation d'utiliser Drupal, je recommanderais de ne pas forcément l'utiliser. C'est un peu old school comme techno. Trop bien, merci. Et Clotilde qui pose une question assez similaire sur un autre outil, sur Divi de WordPress. Est-ce que c'est... Ouais, c'est très bien. Divi, c'est un bon builder, c'est-à-dire que c'est comment dire ça? C'est une sorte de template amélioré sur lequel vous allez pouvoir très facilement créer un site à partir d'un squelette et qui sera derrière visible par Google. Donc Divi, c'est top pour créer un site, aucun souci. On peut y aller. Trop bien. Et une question de Katia, en fait, qui ne connaît pas la différence entre un SEO et SIA. Ouais, c'est des acronymes, hein, tout bêtement. Le SEO, ça va correspondre à l'optimisation des moteurs de recherche. Je la fais en français, Search Engine Optimization. L'idée, c'est d'être premier sur Google, sur le moteur de recherche Google, de manière totalement naturelle, sans payer. Contrairement au SEA, Search Engine Advertising, qui va permettre de payer Google pour être devant les résultats SEO, devant la search naturelle, quand quelqu'un fait une recherche. C'est les 4 premiers liens que tu vois régulièrement quand tu fais une recherche avec le petit ad devant ou annonce en français. Il ne faut vraiment pas confondre les deux parce que pour être premier en SEA, donc pour être dans ces 4 premiers liens, il suffit de payer. Votre site peut être moche, peut avoir un peu de contenu, techniquement pas bon. Si on paye Google pour être devant le SEO, on le sera. Ça va vous coûter très cher et on le sera. Et là, on rentre dans d'autres thématiques. C'est un autre métier que d'être rentable quand on paye pour être premier sur Google. Donc, ce qu'on recommande, c'est de faire un peu des deux, pour le coup. Payer un tout petit peu pour se protéger, mais faire beaucoup de contenu pour être premier en SEO à côté. Question sur les H1, il en faut un par site, par page ou un mix d'importance entre les deux. Un H1, il en faut un par page. C'est le titre principal de chacune des pages et c'est ce qui va donner à Google une première indication quand il arrive dessus. D'ailleurs, en réalité, la première indication, ce n'est pas le H1, c'est le titre de la page. C'est le titre qu'il va voir sur Google. Et ce titre-là, souvent on l'oublie. C'est pour ça que utiliser la petite commande site de point votre site.com sur Google vous permettra de voir si vous avez oublié ou pas. Le H1, c'est la première phase qu'on va voir quand on rentre sur le site. Ou quand on rentre sur la page, pardon. Donc, chacune des pages de votre site doit avoir un H1 qui est différent. Super important. Il est différent, pourquoi? Parce que chacune des pages va proposer une réponse autour d'une recherche. Donc, on doit avoir une réponse différente. Cette réponse, elle va être synthétisée dans le H1 sur une petite phrase. Alors, Colibri, je ne connais pas. Ça doit être un autre créateur de template. Moi, j'aime bien Elementor et Divi, qui sont les gros du marché. Si Colibri se place à côté de Divi en termes de publicité, tu peux y aller. Le seul point à analyser quand on va choisir un template comme ça, c'est d'être sûr qu'il est bien suivi. Souvent, on a des clients qui utilisent des templates sur WordPress qui ne sont pas suivis par les développeurs parce qu'ils ne sont pas chers. Et donc, 2, 3, 6 mois après, vont se retrouver avec un outil qui n'a pas été mis à jour par le développeur qui l'a créé et qui va progressivement sombrer ou être piraté. Donc, il est super important quand on prend un template et quand on prend un builder, un outil qui permet de construire des templates, d'être sûr qu'il y ait une grosse communauté, qu'il ait été téléchargé par plus de 100 000 personnes et quitte à payer un peu plus cher pour que les développeurs derrière le mettent à jour en permanence et que vous n'ayez pas à vous prendre la tête avec ce genre de questions. Donc attention aux tout petits builders peu connus, ça peut faire mal dans un an si les développeurs qui l'ont créé font faillite. Alors Shopify, Shopify, c'est une technologie qui permet de créer des sites e-commerce. Ces sites e-commerce qui sont créés par cette technologie vont être indexés sur Google.
Donc, c'est pour le coup deux choses totalement différentes. Et le moment où vous allez cliquer sur le bouton mettre en ligne de Shopify, vos pages vont arriver sur Google automatiquement. Donc, en réalité, on ne peut pas s'en passer, malheureusement. Le principe d'un Shopify, c'est juste de vous aider à créer des pages avec un bouton acheter à l'intérieur qui redirige vers une page d'achat et qui se lie à une carte bleue. C'est tout. Mais la technologie Shopify n'a rien à voir avec la technologie Google. Donc, les deux doivent aller de pair. Wix, moi, j'aime pas trop Wix parce que c'est assez lourd à lire côté Google, même si c'est très simple à utiliser pour vous en tant que créateur de site. Ça peut être intéressant au tout début, s'il faut créer une ou deux pages rapidement pour faire ce qu'on appelle un POC, une preuve de récit, vérifier, pardon, une preuve de concept, vérifier que les personnes qui arrivent sur votre site sont intéressées, sur un bouton, qu'elles vous appellent. Pourquoi pas créer un Wix, parce que ça va vous prendre moins de 2 heures, et l'indexer sur Google, ça se fera naturellement pendant 2-3 mois. Au moment où vous allez devoir monter en puissance, créer beaucoup de contenu, Wix va vous pénaliser, vous tirer vers le bas. Pourquoi? Parce que sa technologie est assez lourde, assez peu compréhensible par Google et on n'a jamais réussi à avoir des résultats aussi bons sur un Wix qu'on a avec d'autres technologies comme WordPress ou Webflow. Donc, si vous pouvez changer dès maintenant de technologie, sortez de Wix, allez vers une technologie un tout petit peu plus compliquée à appréhender, mais qui vous servira sur le référencement naturel, si être premier sur Google. Aujourd'hui, devrait être une nécessité pour vous parce que vos clients font beaucoup de recherches sur cet outil. Google traite les H1 de manière très simple. Dès qu'il arrive sur la page, c'est la première chose qu'il voit et ça lui donne une première indication sur ce que vous allez raconter, tout bêtement. Donc, si on n'en a pas ou que le H1 est totalement différent de ce qui est raconté dans le texte, il va être un peu perdu. S'il est perdu, il se casse, il va avoir vos concurrents. Si vos concurrents sont plus cohérents entre ce qui est dans le H1, dans le titre, et ce qui est dans le paragraphe derrière, ils vont être devant vous quand un internaute doit faire une recherche. Ouais, bah si c'est un builder Colibri, regarde juste le nombre de téléchargements et assure-toi que les développeurs derrière le mettent à jour régulièrement. Si oui, on peut y aller. On va peut-être juste prendre encore une ou deux questions max, mais après, je pense qu'on va Ouais, s'arrêter. il y en a beaucoup. Alors, je vais prendre l'importance d'un blog, désolé, parce qu'elle est assez importante. Un blog, aujourd'hui, c'est une des meilleures techniques pour être référencé sur Google, une des techniques les plus simples, parce que ça permet de faire beaucoup de contenu texte, beaucoup d'écrits. Or, Google adore le contenu texte. C'est comme ça qu'il comprend votre site. Il va pas, quand il arrive sur vos pages, la seule chose qui lui permet de comprendre ce que vous faites et de vous mettre en première position, c'est les mots qu'il y a à l'intérieur, c'est le texte. Donc, plus on a de contenu texte, plus il comprend ce que vous faites et plus il considère que vous êtes un expert. Alors, attention, d'ailleurs, on a vu que le site devait être rapide, avec une bonne technologie, que plus on parle de vous, mieux c'est, mais le contenu texte reste la manière dont il vous comprend. Donc, avoir un blog à côté de vos pages produits, à côté de vos pages qui sommes-nous, ça permet d'envoyer à Google une information de ce que vous faites. Plus il en a, plus il est content, plus il vous fera passer devant le concurrent. Et encore une fois, un bon moyen de savoir si vous pouvez vous battre, c'est de faire la recherche que vos prospects vont faire pour vous trouver, regarder qui est devant. Et si cette personne a un site avec beaucoup de contenu, beaucoup de blogs, c'est qu'il faut faire pareil. Excuse-moi, c'est moi qui ai posé la question. Du coup, je veux juste rajouter, Ouais. le blog, il doit être dans le site internet, à côté. Est-ce que c'est une Ah, importance? c'est une super question. Ouais, c'est pour la dernière question, 19h10, après je vais vous libérer. C'est une super question, on l'a souvent. Euh, Nous, on recommande de l'avoir dans le site. On recommande à ce que ce soit une catégorie différente, c'est-à-dire le nom de ton site, /blog, /catégorie vêtements, catégorie apprendre à jouer, catégorie liste. Tu pourrais l'avoir dans un second site avec un autre nom de domaine et tu fais passer les internautes de l'un à l'autre site, mais c'est pas forcément ce qu'on recommande parce que ça complexifie un peu les choses, c'est plus dur à lire pour Google, c'est plus compliqué à maintenir pour toi. Tu as deux sites de technologie souvent, c'est un peu lourd et, et tu vas pas mutualiser réellement tout le trafic que tu fais sur ton blog parce que de temps en temps, quand ils iront vers ton autre environnement, ils seront perdus. Les pages vont mal s'afficher ou ça ne fonctionnera pas. Donc, le top du top, si tu peux, c'est une technologie qui permet d'avoir des pages produits à gauche, plein de contenu écrit à droite, mais sous le même nom de domaine et sous la même technologie.